Salut, épisode 3 des quiz sur le ferroviaire. Fin d'année, donc il est temps d'évaluer si vous avez tout bien suivi de ce que j'explique dans mes vidéos. Non, je déconne, on va faire un truc sympa et où vous apprendrez des choses. Une question, 4 réponses au choix, 7 secondes pour répondre à chaque question. 1 point par bonne réponse. Je donne une explication sur la réponse après chaque question. Tout niveau, donc il y en aura pour tout le monde. Allez, comme l'autre fois, notez vos points et on fait le bilan à la fin. Go. Question 1. Pourquoi un passage à niveau s'appelle comme ça? À cause de son inventeur, monsieur André Niveau? Car voie et route sont au même niveau? Car au Moyen-Âge, on y faisait payer une taxe à chaque passage, la niveau. Car il se construit avec un niveau à bulles. Eh bien oui, André Niveau existe, et il avait un garage auto à Montsûrs en Mayenne. Malheureusement, celui-ci n'a vécu qu'un mois. Le garage, pas André. Et ça n'a strictement aucun rapport avec notre passage à niveau. Pas plus que cette taxe du Moyen-Âge, taxe qui n'a jamais existé, et époque où le chemin de fer n'existait pas lui-même. Par ailleurs, pour construire un passage à niveau, il y a peut-être besoin d'un niveau à bulles à un moment, mais ça n'a pas non plus de rapport. Un passage à niveau n'étant pas obligatoirement plat. Et donc oui, c'est bien la réponse 2 qui est la bonne. Quand une route croise une voie, elle peut le faire soit en dessous, un tunnel, soit au-dessus, un pont, soit au même niveau. Ça devient alors un passage à niveau. Il y en a environ 15 000 en France, et d'après une étude menée en 2019, les supprimer tous coûterait 135 milliards d'euros. À votre bon cœur, monsieur, dame. Question 2. C'est quoi le KM0? Le point de départ des lignes ferroviaires? Une unité de mesure de ballast? Le surnom du bureau du président de la SNCF? Le nom du premier module de formation conducteur de train? Le KM0, ou devrais-je dire les KM0, sont en fait les points de départ des lignes. Car si vous voyez des photos de passionnés tout fiers d'être au KM0, sachez qu'en fait, ils ne sont jamais que sur un des nombreux KM0 qui existent. Chaque ligne est kilométrée, avec des petits panneaux tous les kilomètres, les PK, pour points kilométriques. Et donc forcément, il y a un point de départ, le KM0. Les PK servent à se situer sur une ligne. La gare de Nantes est par exemple au PK 430,496, ce qui veut dire qu'elle est à 430,496 km de ligne ferroviaire depuis le PK0 de sa ligne. Ces points de départ ont été fixés il y a bien longtemps, du temps des compagnies privées, avant la SNCF. Aussi, logiquement, on en trouve plusieurs à Paris, centre des différents réseaux. Ainsi, la gare de Nantes est sur une ligne du réseau de la compagnie Paris-Orléans, réseau qui avait son point de départ à la gare Paris-Austerlitz. Sa naissance remonte à 1840 pour la ligne Paris-Orléans. Sauf que les compagnies se sont rachetées entre elles, les réseaux ont donc fusionné. Des KM0 se sont retrouvés en plein milieu de ligne. Par là-dessus, on a créé d'autres lignes, comme les lignes grande vitesse par exemple. Ainsi, le KM0 de la ligne Paris-Nantes par TGV n'est plus un, mais plusieurs. Un en début de ligne à Montparnasse, mais aussi un à Connerré, qui était la fin de la LGV avant ouverture de la LGV Bretagne. Et donc début de la voie classique. Et par là-dessus, l'histoire a voulu qu'on a déplacé la gare Montparnasse, et que l'ancienne était située environ 400 mètres plus loin. Montparnasse, c'est aussi une gare. La plus vieille gare parisienne. Située sur la place de Rennes, elle fut inaugurée en 1852 dans une forme architecturale que beaucoup critiquaient, mais que déjà certains regrettent. Aussi, le point 0 de l'actuelle gare Montparnasse n'est pas désigné 0, mais 0,4. Rien n'est simple en ferroviaire, même pas le 0. Question 3. C'est quoi un castor à la SNCF? Un animal à queue plate? Titre. Un agent chargé de couper les arbres le long des voies, un wagon spécial, un agent freinant l'écoulement naturel des trains. Pour les habitués du RERC, les castors sont des périodes de problèmes. En effet, chaque été depuis plus de 25 ans, l'entretien se fait sur leur ligne et ces travaux se nomment castors.
Pour une fois, ce n'est pas un acronyme, mais il fallait un nom commençant par C, pour le RER C. Et alors, le petit rongeur qui fait beaucoup de travaux dans l'eau est naturellement apparu comme nom pour ce qui devait être des travaux sur cette ligne en bord de Seine. Le chantier Castor se situe aux alentours de la gare de Saint-Michel-Notre-Dame, entre le musée d'Orsay et la gare d'Austerlitz. Bon, c'est bien mignon, mais ce n'était pas dans les réponses proposées cette affaire. Car en effet, à la SNCF, le Castor c'est autre chose, un wagon. Castor veut dire Cast for Storage and Transport of Radioactive Material, ce qu'on pourrait traduire par conteneur de stockage et de transport de combustible nucléaire ou de déchets radioactifs. Le Castor, c'est plus précisément le conteneur transporté par le wagon, mais par déclinaison, on a appelé le wagon par le nom de son contenu. Dans le jargon, on appelle aussi ces wagons des châteaux, car ils sont résistants comme l'étaient les châteaux forts. Pour les tester, on a par exemple placé un de ces containers contre un wagon d'hydrocarbures et on y a mis le feu. Ce qui devait arriver arriva. Le wagon explose. Après, on va voir l'état du conteneur. Ça vient simuler un accident ferroviaire dans lequel un wagon Castor se retrouverait à côté d'un wagon d'hydrocarbures en feu. Remote ignition. After around 2 minutes, the pressure in the tank wagon starts to rise. After about 20 minutes, the pressure reaches 25 bar. The liquid gas evaporates instantly and inflames in a fireball with a diameter of 100 meters. Parts of the tank wagon are found as much as 200 meters away. The Castor cask has somersaulted and after 7 meters and blackened by soot has dug itself into the soil. But it has remained leak-tight. Les conteneurs Castor ont des parois d'acier de 25 cm d'épaisseur. Aussi, le poids du wagon est conséquent, 110 à 125 tonnes. D'autres types de conteneurs existent et là aussi des tests ont été menés, dont un avec un train, mais cette fois pas pour le transporter, mais pour le percuter. Train approached, the 4-year research program reached its climax. Now for a closer view of the crash. The slow motion camera shows the train's death throes even more clearly. Question 4. Quelle est la particularité de la gare de Tangula? Elle est la plus haute du monde? Elle est moche? Elle est la desserte la plus rapide du monde? Elle est celle avec le quai le plus long du monde. Bah alors, vous ne connaissez pas la fameuse gare de Tangula? Peut-être alors que ça va vous aider si je vous donne son vrai nom, le nom chinois. Toujours pas? Ok, je vous aide. Elle est située sur la ligne King-Zand, ligne népalaise qui relie la Chine au Népal. 80% de cette ligne est au-dessus de 4000 mètres. Aussi, ça en fait la ligne la plus haute du monde et elle passe par le col de Tangula, où on a construit une gare qui se retrouve perchée à 5068 mètres, ce qui en fait la gare la plus haute du monde. Cette gare, vous ne pourrez pas y monter ou y descendre. C'est un arrêt technique où les trains se croisent. Mais parfois, pendant l'attente, les voyageurs sont autorisés à descendre quelques minutes sur le quai présent. Sauf qu'on était à plus de 5000 mètres, donc fait pas chaud et ça manque d'oxygène. Et vu que cette ligne est très haute, il se pose pas mal de problèmes aux voyageurs. Maux de tête et vomissements peuvent être au menu du voyage par manque d'oxygène. Aussi, ce train est spécial. Il est pressurisé pour assurer un niveau d'oxygène optimal sur toute la rame. De même, les vitres sont équipées d'un filtre UV, car ces rayons sont moins filtrés par l'atmosphère à haute altitude. Autre particularité de cette ligne, une grande partie des voies repose sur du pergélisol, ou permafrost en anglais, un sol gelé en permanence. Tous les 2 mètres, le sol est percé par des tubes remplis d'ammoniac pour lui permettre de rester gelé artificiellement malgré le réchauffement ponctuel avec le soleil.
Tout ça afin de garantir la stabilité de la voie. Question 5. Pourquoi les employés de la compagnie Amtrak nomment-ils Moon River une partie du fleuve Colorado? Car c'est un lieu d'observation de la Lune, car la ligne borde la rivière Moon, car les gens y montrent leurs fesses au train, car le relief y absorbe le bruit du train, et donc on n'entend rien, comme sur la Lune. Bon, celle-là j'ai été gentil car déjà dans la question, je parle du Colorado, qui, s'il est un état, est surtout un fleuve. Donc non, pas de rivière qui se nomme Moon dans le coin. Cependant, il y a bien un rapport à l'eau, et plus précisément à ceux qui y font du rafting. Car oui, ce fleuve a des parties agitées, qui font le bonheur des amateurs de sensations aquatiques. Sauf qu'entre deux descentes, faut bien s'occuper, et là-bas c'est désert. Si ce n'est un train de voyageurs longeant le fleuve et qui passe de temps en temps. Alors autant sympathiser. Au départ, sûrement un ou deux copains qui se sont amusés à montrer leurs fesses au train qui passe. Puis le virus s'est propagé à la communauté des rafters. Entre Dot-Zero et Radium, à chaque passage du train, les rafters y montrent leurs fesses. Si bien que les employés d'Amtrak, compagnie ferroviaire de voyageurs qui opère ce train, ont surnommé cette partie la Moon River. Par extension, au sud de la Californie, à Laguna Niguel, tous les deuxièmes samedis de juillet, ils ont normé la chose, les gens se rassemblent pour faire la même chose. Tout a commencé en 1979, avec un pari entre copains au comptoir du coin. Si tu baisses ton pantalon au passage du train, tu gagnes une bière. Et ça dure depuis 45 ans, attirant des milliers de personnes. Oui, moi aussi, l'espace me fait rêver. We choose to go to the moon. Petit bilan à mi-parcours. 5 questions déjà et combien de bonnes réponses? Une seule, celle d'avoir appris des choses et avoir passé quelques minutes sans penser aux problèmes quotidiens. Alors peu importe le score. Allez hop, on reprend. Question 6. Que représente cette carte? La carte des plus hauts bâtiments de France? La carte du nombre de gares dans chaque ville? Barad-dûr au centre du Mordor? Repère de Sauron, le Rohan, le Gondor, le Lindon et la comté autour? La carte du trafic voyageur. Perso, je pense clairement pour la réponse 3, mais on me dit que ce serait la 4. Cette carte est dispo sur ce site et représente la fréquentation voyageur dans chaque gare. Elle est basée sur des données Open Data de 2021 et permet de prendre conscience d'une chose. Quelle que soit votre gare ou votre ligne, elle est ridicule en regard de la région parisienne. Alors oui, on peut battre des bras pour exister, mais même les grandes gares en région ne sont jamais que l'équivalent d'une grosse gare de banlieue. Si bien qu'un moucheron qui traverse la voie là-bas a un écho national. Quand un gros problème chez vous, faites de lignes dans les journaux. Imaginez, la gare de Juvisy-sur-Orge, que perso je suis incapable de situer précisément, fait plus que la gare de Marseille, Lille, Strasbourg ou Bordeaux. En 2023, cette gare a accueilli 35 millions de voyageurs. Vous pouvez vous aussi regarder combien de personnes fréquentent votre gare sur ce site. Bon, je vous montre la démarche. Je vais sur ce site. Une fois là-bas, je vais chercher gare. Là, j'ai tout plein de data. Et vous pourrez vous amuser à regarder si vous le souhaitez. Mais nous, on va aller directement sur fréquentation en gare. À partir de là, je peux soit regarder la liste de toutes les gares, soit avoir un visuel, soit rechercher la mienne dans la barre de recherche. Et je sélectionne l'année que je veux voir. Et je pleure. Car oui, ils sont nombreux dans le Mordor. Question 7. Quand disait-on que 2 cheminots étaient mariés? Quand on voyait un chauffeur et son mécano? Quand 2 agents étaient mariés? Quand on voyait le lèche-bot suivre le patron? Quand 2 cheminots étaient de la même année? Alors même s'il arrivait que des cheminots se mariaient, l'expression était employée du temps de la vapeur et désignait un conducteur et son chauffeur. Rappel, un chauffeur ne conduit pas, il s'occupe de la chauffe, c'est-à-dire d'alimenter la chaudière en charbon. Et cette paire ne variait pas.
un chauffeur restait toujours avec le même conducteur. Et eux deux avaient leur machine à eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de chauffeurs et les conducteurs changent de machine 5 fois dans la journée. Mais à l'époque, ça fonctionnait par couple. Mécano plus chauffeur, équipe plus machine. On était fidèles. C'était une époque où de toute façon, les machines avaient besoin de faire des pauses, ne serait-ce que pour faire le plein de charbon et d'eau. Donc elles suivaient le rythme des hommes. Puis les machines sont devenues plus résistantes. Et alors, on distançait les hommes en endurance. Les couples se sont rompus, l'homme ayant plus besoin de repos que la machine. Mécaniciens et chauffeurs n'en continuent pas moins d'accomplir leurs tâches, mais l'exemple de l'esprit d'équipe, 2 hommes, une seule pensée, le devoir. Question 8. Qu'est-ce qu'un évitement? Une technique pour fuir le chef? Une voie pour se croiser? Un système pour détecter les obstacles? Une stratégie pour éviter de travailler? Alors oui, en effet, il existe pas mal de techniques pour fuir le chef, ou ses questions. Double esquive. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Au début du chemin de fer, on faisait une ligne entre des villes. On y plaçait un train et roule ma poule. Oui, on va faire ça sur Transport Fever 2, qui est un merveilleux jeu. Sauf que ça plaisait. Il y avait de plus en plus de monde, donc besoin d'autres trains. Oui, mais voilà, pas d'argent pour construire une autre ligne. Et quand la voie était occupée, pas moyen d'y envoyer un autre train. Sinon, catastrophe assurée. Et c'est dommage, car quand le train est sur la deuxième partie de la ligne, il est déjà loin. Donc je pourrais envoyer un autre sans risque. Si je suis certain que le premier est bien là où je pense qu'il est. Et pas en panne dans 2 km. On faisait tout à l'horaire, donc pas très sécuritaire de miser là-dessus. Alors je mets un gars en gare intermédiaire. Et voilà. Lui témoigne du passage du premier train, je peux en envoyer un autre. Oui, mais mon train, il va aussi revenir, donc faut que j'attende que tous ceux du même sens soient arrivés pour le faire revenir. Ce n'est pas très souple. Solution, créer une deuxième voie juste sur quelques centaines de mètres pour que les trains puissent se croiser. Et l'agent présent là assure la sécurité en retenant l'un, en voyant l'autre. L'évitement était né. Question 9. Quel est le surnom de cette chose? Un mouchard? Une horloge? Un sextant? Un coucou? Pour deviner son surnom, il faut connaître sa fonction. Cette pièce d'horlogerie servait à indiquer la vitesse au conducteur, et s'il en existait différents modèles, le plus connu était le Flamand, du nom de son créateur, Eugène Flamand. Souvent collectionné, cet objet cache pourtant en son cœur quelque chose qui a traumatisé des générations de conducteurs, l'enregistreur. Sous le cadran, on distingue des genres de rouleaux. C'est une longue bande de papier enroulée qui se déroulait avec l'avancée du train. Des stylets venaient y écrire la vitesse du train, mais aussi la position des signaux, ouverts ou fermés, l'action du conducteur pour dire « j'ai bien vu ce signal », et tout ça couplé avec une fonction d'enregistrement du temps. Cette bande graphique était périodiquement retirée et remplacée par une neuve. Une fois retirée, la bande était envoyée au chef du conducteur, mon ancêtre quoi. Son job à lui allait être d'analyser cette bande pour détecter l'éventuelle erreur du conducteur et aller, après coup, lui taper sur les doigts. Pas la moindre électronique là-dedans, tout était mécanique, mais c'était déjà une vraie boîte noire, d'où son nom de mouchard. Certains matériels sont encore équipés de bandes graphiques, qui, si elles ne se déroulent plus sur des flamands, enregistrent toujours les données de conduite. Les enregistreurs sont tous plombés, afin de certifier qu'ils n'ont pas été trafiqués, mais de nos jours, sur les matériels plus récents, ils sont numériques et plus graphiques. Et ils enregistrent beaucoup plus de choses. Par exemple, je sais combien de temps le conducteur a ouvert ses portes, si c'était du bon côté, combien de fois il a fait usage du sifflet, combien de temps, et ainsi de suite. Mais ça n'a plus pour unique but de détecter l'erreur, mais de comprendre l'enchaînement des actions qui y a mené, d'où la multitude de facteurs enregistrés. Nous sommes devenus des analystes de data. 85 heures par semaine à 1 700 €, ça se refuse pas, hein? Question 10. Ceci est le train des Pignes. Mais pourquoi ce nom?
car c'est un train de transport de pignes de pin, car ce train passe dans la ville de Pignes-les-Bains, car au fil du temps on a mal prononcé son nom, qui était initialement le train des vignes, car il roulait si lentement qu'on pouvait ramasser les pignes de pin sur le bord de la voie. Pour cette dernière question, on donne dans le culturel, en mettant en lumière ce magnifique train qui revit chaque année l'été. Construit pour relier les Alpes à Nice, cette ligne s'annonçait très compliquée à faire vu le relief présent. Aussi, elle a été faite moins large, ça faisait moins de travaux. Là où le réseau normal fait 1,495 mm entre rails, la ligne des Pignes fait 1 mètre. Entre cette voie pas large et les nombreux ponts et tunnels ponctuant la ligne, le train roulait doucement, très doucement. Et là, l'histoire et sa propagation fait son œuvre. On ne sait plus réellement d'où vient le nom de ce train, mais 2 hypothèses existent. Le train roulait si lentement que les voyageurs pouvaient descendre ramasser des pignes, le nom provençal des pommes de pin, qui jonchaient la voie de chemin de fer, et ensuite remonter sans que le train n'ait besoin de s'arrêter. Cependant, une autre version raconte que lorsque la locomotive manquait de charbon, les machinistes se servaient des pignes comme combustible. Les 2 histoires sont belles, aussi je prends les 2. Une association de bénévoles fait revivre ce magnifique train, bravo à eux, comme à tous ces passionnés qui entretiennent notre passé et font ainsi vivre notre histoire. Continuer à faire vivre cette ligne, entretenir le matériel, c'est l'objectif de ces passionnés, tous bénévoles. Et voilà, nous sommes arrivés au bout des 10 questions. Voilà. Alors, niveau score, je dois bien avouer que si j'avais été à votre place, je n'aurais pas fait beaucoup. C'est nul! Mais encore une fois, l'important n'est pas là. Du moment qu'on repart plus riche qu'on est arrivé, c'est gagné. Alors, divertissant ou culturel, j'espère que l'instant vous aura été plaisant. Dites-le moi en commentaire. Vous savez que je lis tout et réponds presque à tout. C'est ça que j'aime bien, moi. J'adore ça. Ah, et puis mettez un like aussi. Enfin, faites comme vous voulez, mais perso, je vais le faire. Je vais me commenter et me liker. Et ça, avant même que la vidéo soit faite. Oui, le retard n'est pas culturel chez nous. Il est sélectif. Bon, je peux écrire 4000 ans comme ça, mais après, il faut que j'y mette des images. Donc je vais arrêter de raconter n'importe quoi. Allez, à bientôt et tchou tchou. Must be getting old.